Bonjour, ici Jessica Savoie. Bienvenue au balado La Pause Santé Vitalité où on répond à vos questions avec des experts de chez nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Claudine Godbout-Lavoie, gestionnaire de services d'audiologie, d'orthophonie et de nutrition au réseau de santé Vitalité, ainsi que Myriam Martin, orthophoniste à l'hôpital régional d'Edmundston. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Merci. On va parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler de l'orthophonie. Madame Martin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre métier puis nous expliquer un peu c'est quoi l'orthophonie pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Pas de problème. Dans le fond, un orthophoniste, là, c'est un professionnel de la santé qui est spécialisé dans la communication générale puis la déglutition. Et que la communication, là, on va parler de langage, comment on forme les mots, puis tout ça, le bégaiement, on est aussi spécialisé en voix. Donc, tout ce qui a rapport là, avec la sphère du visage, puis comment on avale, là, c'est ça nos spécialités. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mme Godbout? C'est pas mal complet. Là. C'est vraiment la communication puis la déglutition, c'est ça notre fort, nous autres. Mais on travaille, on a quand même une spécialité au niveau des muscles, au niveau des nerfs, tout par rapport à les nerfs faciaux, etc. Donc, c'est quand même assez creux, nos connaissances dans ce niveau-là. Claudine, explique-nous un peu c'est quoi le métier d'orthophoniste. Qu'est-ce que vous faites dans une journée? Ça a l'air de quoi? Oh, dans une journée, comme orthophoniste, ça peut varier beaucoup. Disons, une orthophoniste qui travaille avec les patients internes, donc avec une population plus adulte, va arriver le matin, va avoir des consultes souvent pour des problèmes de déglutition ou pour des patients qui ont fait des AVC, qui ont des problèmes de communication et déglutition. Donc, on fait une priorisation, on prépare notre journée avec ça, puis on décolle, mais on va voir nos patients dans leur chambre d'hôpital, et puis on commence en fait avec l'évaluation. Certains qu'on priorise toujours la déglutition en premier parce que c'est vital à la survie de la personne, mais aussi on fait nos évaluations au niveau de la communication s'il y a besoin. Puis c'est pas mal... Ça se passe toute la journée. On a de la difficulté à aller dîner parfois, mais c'est rock and roll. Là, ça va vite. Ça va vite, le milieu de la santé. Hein? Oui. Puis, qu'est-ce qui a fait, Myriam, que tu as choisi ça comme métier? C'est une bonne question. J'ai tout le temps eu un intérêt là, pour la santé. Quand j'ai fini le secondaire, là, je me questionnais à savoir quelle branche de la santé qui m'intéressait le plus. Puis après ça, j'ai découvert, comme par hasard, là, le métier d'orthophonie, puis je me suis dit, OK, ça rallie vraiment là, mes intérêts principaux, la santé, aider la population, mais en même temps, la communication, aider les gens à pouvoir communiquer, puis tout ça. C'est pas mal ça qui m'a fait choisir ce métier-là. Puis vous, Claudine, c'est quoi que vous avez retenu le plus dans votre carrière? Qu'est-ce qui vous alimente, qui alimente le feu à l'intérieur? Moi, personnellement, qu'est-ce qui m'alimente, c'est la diversité. C'est vraiment parce qu'au Nouveau-Brunswick, c'est des petits hôpitaux, on est souvent des généralistes plutôt que des spécialistes. Si on se promène à Montréal, il va y avoir une orthophoniste qui fait peut-être seulement de la voix. Tandis qu'ici, nous autres, dans les hôpitaux, on fait de tout. Puis on fait des choses... On a des patients, des fois, qui ne sont pas vus dans d'autres régions. Des fois, il faut que j'appelle partout au Canada pour essayer de trouver quelqu'un qui a le même problème que moi, pour essayer de trouver des solutions. Mais j'aime ça, ce défi-là. J'adore le défi de toujours en apprendre, puis toujours voir des nouvelles choses, puis aller voir des études, puis des choses qui sont apprises. Puis, tu sais, comme, par exemple, au niveau des enfants autistes, on travaillait beaucoup avec la méthode ABA qui est behaviorale. Puis maintenant, on change, on s'en va plus vers une méthode de suivre l'enfant, puis d'apprendre le langage gestalt, puis toutes ces choses-là. Donc, ça change, notre profession change, puis j'aime le changement, j'aime vivre ça, là. Donc, c'est vraiment une carrière ou en tout cas un secteur qui est en évolution. Comment vous le voyez au cours des prochaines années, si je peux me permettre d'aller là? Ça évolue avec les nouvelles technologies aussi, parce que là, on voit des possibilités avec ChatGPT, on voit des possibilités parce que déjà, avec les tablettes puis les enfants qui ont des problèmes de communication sévères, et des programmes pour lui permettre de communiquer
Puis moi, comme là, je garde un œil sur justement là, le chat GPT parce que je me dis, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire avec ça pour encore plus aider? Puis les personnes qui ont fait des gros AVC puis qui sont pas capables de parler, qui parleront pas de nouveau, tu sais, on peut-tu aider à trouver la voie, là? C'est vraiment ça, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais comme toutes les professions de la santé sont en évolution, donc c'est vivant. C'est une place, c'est un travail qui est vivant, qui nous donne plein de défis, là, mais c'est ça. Il faut aimer ça. Vous avez parlé un peu de redonner sa voix. Là. J'ai accroché un peu là-dessus. Myriam, probablement que quand on perd un peu notre façon de communiquer, on perd un peu notre lien avec les autres, le monde extérieur, on cherche. Qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion, ça? C'est sûr que la communication, c'est vraiment la base de toutes les relations humaines, là. C'est pour ça que c'est autant important, puis que, comme Claudine disait, là, qu'on veut redonner la voix le plus possible, puis encore une fois, comme Claudine disait, avec les nouvelles technologies, puis tout ça, il y a beaucoup plus d'applications, puis de choses qu'on peut mettre concrètement, là, donner aux patients, là, pour lui permettre de retrouver une qualité de vie qui était similaire à ce qu'il y avait avant, malgré le fait qu'il peut avoir des séquelles d'un AVC, par exemple, ou quelque chose du genre. Puis même, quand on parle de maladies dégénératives, comme le Parkinson ou d'autres maladies dégénératives, ça va avoir un impact éventuellement là, sur le langage puis la communication. Puis avec des appareils électroniques ou des moyens de communication qu'on va leur donner différents, ben ça va leur permettre là, de garder une bonne qualité de vie le plus longtemps possible. Là. C'est toujours ça l'objectif. Ouais. Puis là, on parle beaucoup des maladies dégénératives ou des AVC. Moi, l'orthophonie, avant de me préparer pour la rencontre avec vous, j'entendais souvent ça avec des jeunes enfants. Oui. Fait que c'est quand même tout un aspect que moi, j'avais pas encore vu là, de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du genre de patients que vous rencontrez, par exemple? Est-ce que il y a probablement beaucoup de problèmes avec les enfants, mais les adultes ont probablement d'autres sortes de problématiques qui sont différentes que les jeunes. Oui, pour les adultes, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de voix, il peut y avoir des adultes qui bégayent, il y a toutes sortes de manières que tu peux avoir des problèmes de communication. Je dirais qu'une grosse partie du travail des orthophonistes, il y a quand même un gros pourcentage que c'est avec les enfants préscolaires dans les hôpitaux. Donc, puis ça, dans les enfants préscolaires, on voit toutes sortes de problèmes. Des enfants nés prématurément qui ont des problèmes à apprendre à parler, des enfants avec fissures palatines ou d'autres malformations crânio-faciales. Ça peut être aussi des enfants qui sont suspects de l'autisme. Oui. D'autres troubles là, comme la trisomie 21, par exemple, ou même juste des enfants qui ont des difficultés langagières qui sont pas nécessairement expliquées par un trouble ou par quoi que ce soit, mais que c'est un petit peu plus dur d'apprendre à parler pour eux, puis qu'on peut travailler avec les parents là, pour leur donner des outils à comment aider son enfant à développer le langage. Là. Ouais. Probablement que ces enfants-là, qui sont très jeunes, sont référés à travers les visites de santé publique? Ou... Oui. Oui, en effet, en orthophonie, nous autres, on ne veut pas mettre de barrière. Donc, les parents peuvent venir se présenter à notre bureau et dire, écoute, moi, j'ai une inquiétude pour mon enfant, pouvez-vous le mettre son nom sur la liste d'attente? Oui. On le fait. Ils peuvent nous appeler. Ça peut être un autre professionnel de la santé qui s'aperçoit, un physiothérapeute ou quelque chose qui s'aperçoit, hey, cet enfant-là, il ne parle pas tout à fait assez. Souvent, les audiologistes, quand ils sont en train d'évaluer les enfants au niveau de l'audition, vont dire, cet enfant-là, il ne parle pas beaucoup. Ça peut être le pédiatre qui réfère, les médecins. Au niveau des enfants, il n'y a pas de barrière. On accepte toute référence parce qu'un parent inquiète, c'est un parent inquiet. Absolument. Puis on s'assure de voir à ce moment-là. Est-ce que vous pensez, vous, avec vos années de carrière, que c'est quelque chose que vous voyez plus ou moins? Est-ce que la tendance s'est maintenue? Qu'est-ce que vous avez remarqué à travers vos années de... Ce que je remarque tout de suite, c'est que on a autant de références, mais nos références sont plus sévères. Les références qu'on reçoit, c'est des cas plus sévères, c'est des enfants qui ont plus de problèmes, plus de retard, Puis je ne sais pas exactement la raison. Je ne sais pas si c'est les écrans, mais on ne voit plus les petits cas qu'on voyait avant. Les petits cas phonos qu'on appelait. Là. Ouais. C'est probablement ça qui pousse un peu aussi le métier à se modeler à ces nouveaux besoins-là de la part des jeunes. Oui, c'est ça. Intéressant.
Myriam, parle-moi Oui. un peu aussi des problèmes pour adultes. Quel genre d'adultes vous rencontrez? C'est quoi les problèmes qui reviennent un peu plus constamment? Je sais qu'on en a parlé un petit peu, Oui, on mais... en a parlé un peu. Une grande partie, ça reste que c'est les adultes hospitalisés, là. Donc, pour une pneumonie d'aspiration. Donc là, on suspecte qu'il y a des difficultés déglutition qui font en sorte que la personne va venir aspirer du liquide ou des solides dans ses poumons. Ou post-AVC, là, surtout. Il peut y avoir des personnes qui sont intubées, là, un coup qui sont extubées. Ça peut avoir eu un impact sur les cordes vocales, sur la voix, puis sur la capacité à avaler aussi des fois. Donc, on va suivre ces patients-là. Il peut y avoir vraiment toutes sortes de choses. Ça, c'est juste les hospitalisés, mais ça reste qu'on a aussi beaucoup de demandes là, de médecins à l'externe quand les patients, en vieillissant, parfois, ils vont se plaindre d'avoir de la difficulté à avaler. Donc, là, ils vont nous être référés. On va pouvoir les évaluer puis leur donner des conseils puis tout ça, là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire lorsqu'on grandit, on vieillit pour se préparer, être plus en santé dans ce niveau-là? Comment on fait pour se préparer à bien vieillir? Comme toute chose, des activités physiques, c'est une bonne chose. Il y a quand même des petits exercices qu'on peut donner à quelqu'un qui est inquiète par rapport à la déglutition pour renforcer les muscles de la déglutition. Puis autre que ça, ben c'est ça. C'est de maintenir, tout faire ce qu'on serait supposé de faire. Puis aussi tenir en tête que si on s'étouffe souvent, ben peut-être c'est bon d'aller faire vérifier ça. Ouais. Mm-hmm. Ça, c'est probablement pas seulement les personnes âgées aussi. Là, ça peut être n'importe qui. N'importe qui. Fait que l'orthophonie, ça englobe tous les âges de la vie d'une personne. À partir de l'allaitement. Ça, c'est on n'a pas parlé, mais on voit les bébés qui ont des difficultés d'allaitement. À avaler le lait? Pas nécessairement pour avaler, mais c'est des enfants qui peuvent avoir des freins de lèvres ou des freins de langue courts. Donc, ou qui ont les muscles un peu affaiblis ou une raison ou une autre. On donne des techniques de massage aux parents pour qu'ils aillent travailler sur les petits muscles ou en tout cas, on travaille beaucoup avec les infirmières de l'allaitement pour ces enfants-là. Donc, on les voit une journée à 99 ans. C'est vrai que ça rend vos journées très intéressantes. Là. Oui. Vous pouvez sauter d'un patient de 6 mois à un patient de 90 ans, puis les problèmes sont vraiment pas pareils là, d'un à l'autre. C'est ça. Pour revenir un peu au métier d'orthophoniste, excusez-moi, au réseau Santé et Vitalité, est-ce que vous pouvez me parler un peu de qu'est-ce qui est offert au sein du réseau? Qu'est-ce qui est votre place dans les hôpitaux? Comment ça fonctionne, les services d'orthophonie au réseau Santé et Vitalité? C'est certain qu'on fait partie de l'équipe de réadaptation. Okay. Donc, n'importe quand qu'il y a quelque chose qui demande, disons, on revient souvent à AVC, là, mais nos cas AVC, c'est des cas qui touchent beaucoup différentes choses. Mm-hmm. Donc, tu sais, ils vont impliquer le physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste. Premièrement, la première chose qu'ils font, je pense que l'orthophoniste, même, c'est plus vite parce que la déglutition, ils vont souvent pas donner les médicaments aux patients avant qu'ils savent s'ils peuvent avaler. Donc, on fait partie de cette équipe-là. On a aussi des équipes dans Vitalité. On a des équipes d'alimentation pédiatrique qui comprend une diététiste, un orthophoniste, un ergothérapeute, des spécialistes de l'alimentation. Puis ils sont formés pour ça, que ce soit au niveau de la sensibilité ou au niveau des difficultés comme telles à avaler. Il y a aussi des groupes, des équipes pour le développement qui peuvent partir des fois puis voir des bébés à partir de 6 mois qui ont, c'est ça, des enfants prématurés. Puis ils vont les suivre au cours de leur jeunesse jusqu'à temps qu'ils rattrapent les retards qu'ils ont. Là. Donc, on a différentes places de même. Il y a des orthophonistes qui travaillent majoritairement à l'interne, des orthophonistes qui vont travailler majoritairement à l'externe avec des cas pédiatriques. Donc, on est un peu partout, mais c'est pas juste dans la Vitalité. Il y a des orthophonistes qui travaillent dans les écoles. Puis aussi, au Nouveau-Brunswick, on est chanceux assez d'avoir Parle-moi. Puis ça, c'est de la prévention en orthophonie. Chose qu'on faisait quand j'ai commencé à travailler, parce que ça fait quand même longtemps que je travaille. C'est nous qui faisions de la prévention avec les parents, les groupes, puis tout ça. Maintenant, c'est Parle-moi qui le fait. Mais ils font beaucoup de choses aussi en connexion avec les orthophonistes à l'hôpital. Est-ce que vous voulez expliquer un peu c'est quoi Parle-moi pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu de petits bébés à la maison? Parle-moi, c'est des orthophonistes
C'était un programme gouvernemental. On va commencer par ça, qui avait été développé parce qu'il disait que nos petits-enfants étaient en retard comparé à d'autres provinces. Ça avait été commencé comme ça. Puis, c'est des activités de stimulation de groupe. Puis, ils font les massages pour les bébés quand que tu viens d'accoucher. Ils font des groupes pour apprendre des comptines, puis tout ça. Puis, c'est pas pour des enfants qui ont nécessairement un retard de langage. C'est vraiment pour faire de la prévention. C'est n'importe quel enfant qui veut. Ils peuvent appeler ou contacter par courriel le programme Parle de moi. Puis, ils vont avoir une liste des activités puis il y en a dans toutes les régions. Là. Il y en a à Grand-Sault, à Edmundston, il y a un peu partout, à Saint-Quentin, à Kedgewick. Puis, ils font ces activités-là. Souvent, pour nous, notre collaboration avec Parle de moi, c'est jusqu'à 2 ans, c'est souvent Parle de moi qui va s'occuper d'enfants. À moins que ce soit un enfant, disons, avec un problème médical. Ensuite, s'il y a encore un problème, il y a un vrai problème, puis ce n'est pas juste la stimulation qui manquait, ils vont nous appeler ou nous contacter, puis là, on va prendre l'enfant en thérapie régulièrement. Là. OK, c'est très intéressant. Donc, si moi, j'ai un enfant, puis je pense pas qu'il y a ou je vois pas qu'il y a un retard ou un problème encore, mais que je décide de l'inscrire de façon préventive ou pour lui donner les meilleures chances à un programme comme Parle-moi, qu'est-ce que ça peut lui donner dans son développement comme enfant? C'est qu'ils apprennent beaucoup de choses en Parle de moi. C'est que, il y a, comme je dis, des comptines, des chansons. Ça aide aussi aux parents à apprendre comment jouer avec son enfant, apprendre comment communiquer avec son enfant, de se mettre au niveau de l'enfant, tout ça. C'est beaucoup des petites techniques qui montrent aux parents. Donc, l'enfant, ce que l'enfant reçoit de ça, c'est un parent qui est mieux formé puis qui est mieux informé. Absolument. Puis Myriam, dis-moi, qu'est-ce qui est important dans la première année de vie d'un bébé ou d'un enfant pour assurer un développement? L'enfant, dans sa première année de vie, là, il va apprendre qu'il existe, puis il va apprendre que les autres existent autour de lui. Fait que c'est vraiment important là, de la part du parent de tout prendre les petits inputs que l'enfant lui donne là, comme une tentative de communication, puis pour une chance de communiquer avec son enfant. Fait que quand notre enfant, il a 3 mois, puis il fait des petits sons puis des petits rires, on l'encourage, on le regarde dans les yeux, puis comme ça, l'enfant, il comprend que quand il fait des sons, maman fait des sons, donc il apprend les bases déjà de la communication, là, même avant d'être capable de parler. C'est super intéressant. Puis c'est vrai que la communication, c'est des mots, là, puis c'est ce qu'on espère qu'on va être capable de développer, de communiquer, mais c'est aussi des signes, c'est aussi des feelings, des sensations. C'est plein de choses, là, la communication, autre que seulement le verbal. Mm-hmm. Exactement. C'est le body language a beaucoup à faire avec ça. Là. Puis l'enfant apprend vite à comprendre ton langage corporel. Il va savoir si tu es heureux, il va savoir si tu es stressé. Donc, c'est important de faire des activités avec ton petit enfant avant qu'il ait l'âge même de parler. Là. Mm-hmm. Puis aussi, maintenant que les mamans apprennent beaucoup, les mamans et les papas apprennent beaucoup à leurs enfants des signes. Parce que des fois, les signes s'apprennent avant même. Ouais. Donc, ça, c'est un autre langage, puis c'est une façon de communiquer. C'est tout bon, c'est tout du positif. Puis si on l'apprend plus vite, est-ce que c'est parce que c'est pas la même partie de notre cerveau qui utilise le langage des mots que le langage des signes, par exemple? Ça, puis c'est moins compliqué aussi. Un signe, tu sais, faire ça pour manger, c'est tellement vite, c'est tellement naturel. Exactement. Donc, c'est un peu de tout. Oui, c'est super intéressant, ça. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quelle est la place de la famille dans le parcours du patient en orthophonie. Donc, pour un enfant, ça doit être important d'avoir papa, maman. Pour les personnes un peu plus âgées aussi, probablement que la famille joue un rôle quand même très important, là. Absolument. Un partenaire de communication, c'est vraiment important parce que tu vois un orthophoniste 1 heure dans la semaine, des fois c'est dans les 2 semaines. Donc, il faut avoir un partenaire à la maison. Il faut avoir quelqu'un avec qui pratiquer les choses que vous avez apprises en orthophonie. Mm-hmm. Puis c'est pareil pour les adultes aussi. Un adulte qui n'a absolument pas de partenaire, qui est isolé, ça va être vraiment difficile de revenir puis d'apprendre post-AVC, disons, parce qu'il faut le pratiquer. La communication, il faut le pratiquer pour l'apprendre, pour le faire. Puis est-ce que vous donnez des fois des devoirs à faire à la maison à vos patients? Est-ce qu'il y a des exercices un peu comme le physio où on doit pratiquer un peu notre façon de parler? Oui.
Oui, oui. Oui, souvent, on va donner des petites choses à travailler. Je pense, admettons, aux enfants, là, on va donner aux parents des petits objectifs à travailler dans la semaine avec son enfant à la maison. Là. Fait que, on peut leur donner un exemple là, de travailler là, certains verbes à stimuler là, dans la routine. Là, cette semaine, là, on travaille les verbes en lien avec la nourriture. Donc, là, on pratique couper, on va piquer, manger, mastiquer, brasser. Puis, c'est un exemple là, parmi tant d'autres, mais de petits exercices qu'on peut donner là, aux parents à faire à la maison. Oui. Puis les adultes, bien souvent, on va lui donner un programme d'exercice. On explique tout le programme, mais ils peuvent le faire à chaque jour à la maison. Là. Donc, c'est pas... c'est avec des images, puis c'est plus facile pour eux de faire ça. OK. C'est vraiment intéressant. Puis probablement qu'aujourd'hui, avec la technologie, c'est facile de trouver des livres sur le sujet ou des ouvrages ou de pouvoir un peu faire des petites recherches de notre côté pour s'éclairer aussi si c'est pas des problèmes qui sont très majeurs. Ouais. Puis même, comme je dis, au niveau aussi, en privé, il y a des orthophonistes qui travaillent par Teams ou par Zoom. Donc, si c'est un problème qui demande un spécialiste, bien... Ça, c'est intéressant. Il peut y avoir des spécialistes en dehors, comme je pense à les personnes transgenres qui veulent changer leur voix un peu. Donc, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui a la spécialité, qui a les cours pour faire ça. Donc, ça se fait au loin. C'est des façons de le faire. Donc, la télémédecine a quand même débloqué certains... oui. Surtout depuis COVID, on a appris à développer certaines choses, certaines capacités, oui. C'est super intéressant. Parfait. Si tu avais un conseil, on va terminer là-dessus, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait peut-être suivre tes pas puis devenir orthophoniste plus tard, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je lui dirais que c'est vraiment une bonne idée. C'est une belle carrière, c'est gratifiant. On a l'impression d'aider les gens là, à tous les jours. Puis, je dirais de ne pas lâcher parce que c'est quand même, ça prend une maîtrise pour faire notre travail. Fait que ça peut être un parcours qui peut être assez long, assez difficile. Mais si on l'a vraiment à cœur, là, ça vaut la peine de continuer puis de ne pas lâcher pour faire une différence. Là. Ben, vous m'avez l'air toutes les deux vraiment passionnées. C'était super intéressant de parler de votre métier d'orthophoniste aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui à l'hôpital régional d'Edmundston pour venir parler de votre métier avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, je rappelle que j'avais aujourd'hui Claudine Godbout-Lavoie, gestionnaire du service d'audiologie, d'orthophonie et de nutrition au réseau de santé Vitalité, et Myriam Martin, orthophoniste à l'hôpital régional d'Edmundston. Merci beaucoup. Merci.